Mes parents ont emprunté ma voiture pour le week-end pour emmener ma sœur adorée et ses enfants se promener. Le lundi, je me suis retrouvée avec une facture de fourrière de 1800 € et la police qui faisait sonner mon téléphone. Quand je les ai confrontés, j'ai juste. Lundi matin, à 7h12, je me tenais dans ma cuisine, mon badge professionnel dans une main et mon téléphone dans l'autre, écoutant un gendarme me poser une question qui m'a glacé le sang. Madame Delorme, avez-vous autorisé qui que ce soit à sortir votre véhicule du département du Rhône ce week-end ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé le café que je m'étais versé 30 secondes plus tôt, regardant ma main trembler si fort que quelques gouttes ont éclaboussé le plan de travail. Je m'appelle Claire Delorme. J'ai 34 ans. Je vis à Lyon et je travaille comme coordinatrice d'essais cliniques pour un réseau hospitalier où les détails comptent, où la documentation est primordiale, et où partir du principe que « ça devrait aller » peut ruiner des vies. C'est probablement pour cela que ma vie est si stricte, planifiée et verrouillée. Ma voiture n'était pas un trophée de luxe. C'était la première chose chère que je m'étais offerte sans aide, sans culpabilité et sans condition. Un SUV Peugeot 5008 hybride bleu nuit, remboursé avec 6 mois d'avance, d'une propreté clinique à l'intérieur, et absolument interdit à ma famille pour une raison très précise, chaque fois que je leur cédais 1 centimètre, ils agissaient comme si je leur avais cédé le titre de propriété. J'avais dit non avant de partir pour le week-end. Clairement, calmement, et plus d'une fois. Mais ce lundi-là, cette même voiture avait été embarquée par la fourrière depuis un port de plaisance privé à 2 départements de là. Il y avait une facture de 1800 € rattachée à ma plaque d'immatriculation, et les forces de l'ordre m'appelaient avant même que j'aie pu prendre ma première gorgée de café. Ce qui m'a le plus secoué, ce n'est pas qu'ils l'aient prise. C'est qu'entre mon dernier avertissement et la voix de ce gendarme au téléphone, ils avaient décidé que ce serait encore à moi de réparer leur pot cassé. Le week-end avait commencé avec ce genre de calme qui ne précède que les catastrophes. Vendredi après-midi, j'étais à ma table à manger, ordinateur ouvert. Des notes d'audit classées par code couleur étaient étalées autour de moi, alors que j'essayais de terminer un lot de documents cliniques avant la révision d'un sponsor prévu le lundi. Ma vie fonctionne avec des systèmes, des listes de contrôle, des plannings, des plans de secours. Ce n'est pas parce que je suis coincée. C'est parce que quand vous grandissez dans une famille où le chaos n'est jamais qu'à une mauvaise décision de distance, l'ordre commence à ressembler moins à une préférence qu'à de l'oxygène. Je savais déjà que mon week-end serait chargé. J'avais besoin de mon samedi pour finaliser mes rapports, de mon dimanche pour préparer la semaine, et de mon lundi matin pour arriver à l'hôpital tôt, l'esprit clair, avec ma voiture exactement là où je l'avais laissée. Puis ma mère a appelé. À la seconde où j'ai vu son nom, j'ai su que le petit havre de paix que je m'étais construit allait être traité comme un libre-service familial. Elle a commencé sur un ton mielleux, comme toujours quand elle veut quelque chose qu'elle sait que je vais refuser. Elle a dit que Manon n'arrêtait pas de parler d'emmener les enfants dans un endroit spécial avant que la rentrée scolaire ne devienne trop chargée. Quelque chose en plein air, d'amusant, dont il se souviendrait. Elle gardait un ton léger, mais j'entendais le piège se refermer sous chaque mot. Je ne l'ai pas laissé tourner autour du pot. J'ai demandé, « De quoi as-tu besoin ?» Elle a ri doucement et a dit, « Claire, ne dis pas ça comme ça. » Puis la demande est tombée. Le monospace de Manon était toujours en mauvais état. Papa n'avait pas confiance pour le prendre sur l'autoroute. Il voulait prendre mon SUV juste pour une journée, peut-être une nuit tout au plus, pour que les enfants puissent profiter du lac et que tout le monde passe un bon week-end en famille. J'ai dit non immédiatement. Calmement, sans agressivité, sans émotion, juste de façon catégorique. Je lui ai expliqué que j'avais déjà organisé mon week-end autour de mon travail, que j'avais besoin du véhicule pour lundi et que je n'étais pas à l'aise à l'idée de le prêter. Il y a eu un blanc, puis le ton a changé. Il changeait toujours à la seconde où elle réalisait que la culpabilité allait devoir faire le gros du travail. Ce n'est pas comme si on demandait la lune, a-t-elle dit. C'est juste une voiture, Claire. Pour ta sœur. Pour les enfants. Les enfants. Dans ma famille, les enfants étaient souvent utilisés comme des leviers de chantage affectif. Si vous ne capituliez pas assez vite, quelqu'un les mentionnait et soudain, vos limites personnelles étaient requalifiées en cruauté.
J'ai répété non. Elle m'a alors demandé pourquoi je restais bloquée sur de vieux incidents. Cela m'a irrité plus que je ne l'ai laissé paraître, car les gens ne qualifient quelque chose de vieux que lorsqu'ils ne veulent pas en payer le prix dans le présent. Je lui ai rappelé que Manon avait déjà abîmé ma voiture par le passé, qu'elle l'avait rendue en retard, qu'elle avait ignoré le voyant de la réserve d'essence et qu'elle en avait ri ensuite. La réponse de ma mère a été exactement celle que j'attendais: tu trouves toujours le moyen de dramatiser les choses. 10 minutes plus tard, mon père m'a envoyé un SMS. Il n'appelait jamais quand il y avait encore de la place pour prétendre qu'il était le plus raisonnable. Ces messages arrivaient toujours comme une note de suivi après que ma mère m'ait attendri. On n'en aura besoin que samedi. C'est moi qui conduirai. Je ferai le plein et je te la rendrai propre. J'ai fixé l'écran et j'ai senti cette vieille frustration familière monter dans ma poitrine. Peu importait ce que je disais. Dans leur esprit, mon « non » n'était jamais une réponse. C'était simplement le premier obstacle d'une négociation dans laquelle je n'avais pas accepté d'entrer. J'ai donc répondu encore plus clairement qu'avant: personne ne prendra ma voiture. N'utilisez pas le digicode du garage. Ne touchez pas au double des clés. Je ne plaisante pas, je l'ai envoyé à tous les deux. Quelques minutes plus tard, Manon a appelé. Pas de bonjour, aucune chaleur, juste de l'irritation à l'état pur. Elle a dit que ses enfants étaient excités. Que j'agissais bizarrement. Que je n'allais même nulle part de sympa avec la voiture. Alors, quel était le problème? Je lui ai demandé pourquoi elle continuait à parler comme si le fait que je sois propriétaire de ce véhicule était un inconvénient plutôt qu'un fait. Elle a ricané et a dit: mon Dieu, tu agis comme si tu gardais une Porsche. J'ai répondu qu'il ne s'agissait pas de luxe, mais de respect. Elle a répété ce mot d'un ton moqueur, me le renvoyant comme si j'étais une sorte de podcast de développement personnel. Puis elle a changé de tactique et a commencé à m'attaquer personnellement. Elle a dit que j'étais devenue invivable depuis que j'avais acheté cette voiture. Que je pensais qu'avoir un emploi stable et un SUV payé rubis sur l'ongle me rendait supérieure aux autres. Que j'aimais peut-être dire non parce que ça me donnait l'occasion de me sentir puissante. Cette partie m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que c'était une ruse familiale tellement classique. Quand ils ne pouvaient pas avoir accès à ce que j'avais, ils attaquaient mes motivations à le garder. Je lui ai dit que cette conversation était terminée. Elle a répondu: d'accord, sois égoïste. J'ai raccroché. Mais l'ambiance dans mon appartement avait changé. Mon travail était toujours sur la table. Les mêmes notes étaient ouvertes, les mêmes délais d'audit existaient, mais ma concentration avait disparu. Je n'arrêtais pas de penser au digicode du garage. Je l'avais partagé des mois plus tôt, lors d'une tempête hivernale, quand mon père m'avait aidé à rentrer une étagère de ma voiture. J'avais l'intention de le changer après ça et je ne l'avais jamais fait. Cet oubli résonnait maintenant dans un coin de ma tête comme un fil électrique dénudé qui fait des étincelles. Avant de me coucher, j'ai vérifié la caméra du garage depuis mon téléphone, je me suis assuré que le double des clés était toujours là où je l'avais laissé, et j'ai verrouillé la porte du sas d'entrée, même si elle donnait sur le garage que je considérais déjà comme sécurisé. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à mon amie Nina. Ils ont demandé la voiture. J'ai dit non 3 fois. J'ai toujours l'impression qu'ils ne m'entendent pas, elle a répondu presque immédiatement: ils t'entendent. Ils pensent juste que ta réponse ne s'applique pas à eux. Je suis restée éveillée plus longtemps que je n'aurais dû après ça, fixant le plafond et rejouant chaque mot. Ce qui me perturbait le plus n'était pas la demande en soi. Ma famille avait toujours trop demandé. C'était le sentiment de tout permis qu'il y avait en dessous. La supposition tacite que si l'on exerçait suffisamment de pression, je finirais soit par céder, soit par porter le chapeau. Au fond de moi, je savais que le vrai danger n'était pas qu'ils soient en désaccord avec moi. C'était qu'ils avaient cessé de traiter mon refus comme quelque chose de réel. Le lundi matin est arrivé avec la fausse promesse que tout était normal. Mon réveil a sonné à 5h45. J'ai pris ma douche, je me suis habillée, j'ai rangé mon ordinateur portable et j'ai suivi ma routine habituelle avec ce pilote automatique efficace qui s'enclenche les jours de travail importants.
Je portais un chemisier bleu marine, mon badge d'hôpital accroché à ma veste, et le café coulait pendant que je passais en revue une checklist dans ma tête, imprimer le résumé des écarts d'inclusion, apporter les nouveaux intercalaires du classeur, confirmer l'heure d'arrivée du sponsor. Partir à 6h50. Tout semblait structuré, chronométré, fiable. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Quelque chose en moi s'est crispé avant même que je ne décroche. Il était trop tôt pour du démarchage téléphonique, trop tôt pour une erreur de numéro, trop tôt pour une bonne nouvelle. J'ai décroché et j'ai entendu un homme s'identifier comme l'adjudant le maire de la gendarmerie de la Savoie. Sa voix était professionnelle, pas agressive, mais il y avait une sorte de neutralité en elle qui a instantanément fait bondir mon pouls. Il m'a demandé si j'étais la propriétaire enregistrée d'un Peugeot 5008 de l'année 2022 correspondant à ma plaque d'immatriculation. J'ai répondu oui. Puis il m'a demandé si j'avais autorisé quelqu'un d'autre à le conduire hors du département du Rhône pendant le week-end. Cette question n'avait même pas de sens pour moi au début. J'ai froncé les sourcils et j'ai dit « Ma voiture est chez moi ». Il y a eu une brève pause, juste assez longue pour que l'angoisse s'installe. Puis il a dit « Madame, votre véhicule a été enlevé par la fourrière tard hier soir depuis une voie d'accès pompier dans un port de plaisance privé près du lac d'Aiguebelette. Nous essayons de déterminer s'il s'agit d'un véhicule abandonné, d'un litige civil ou d'une utilisation non autorisée. » J'ai senti ma peau se glacer. J'ai marché directement vers le sas et j'ai ouvert l'application du garage avec des doigts tremblants. Le journal d'accès s'est chargé instantanément. Samedi 8h13, ouverture du garage. Samedi 8h16, fermeture du garage. Ma mâchoire s'est littéralement décrochée. Je ne parle pas d'une expression. Je veux dire que mon corps a réagi avant que mon esprit ne comprenne. Il l'avait fait. Après chaque refus clair, chaque avertissement direct, chaque message que j'avais envoyé, ils étaient entrés dans mon garage, avaient pris la voiture et l'avaient conduite hors du département comme si mon refus n'était que décoratif. J'ai demandé aux gendarmes qui étaient avec le véhicule. Il a répondu qu'un groupe familial y était associé, et que l'une des adultes avait dit aux agents qu'ils avaient la permission de la propriétaire et qu'ils l'empruntaient tout le temps. Cette phrase a transformé ma colère. Jusque-là, j'étais sous le choc. Mais entendre qu'ils avaient non seulement pris ma voiture, mais aussi servi avec désinvolture une fausse version de l'histoire à la police a rendu les choses beaucoup plus tranchantes. Ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas gênés. Ils géraient le récit en temps réel et partaient du principe que j'absorberais la facture, quelle qu'elle soit, à la fin. J'ai demandé où était le véhicule. Il m'a dit qu'il avait été mis en fourrière et qu'il accumulait des frais. Puis il a ajouté un autre détail, un détail qui a rendu toute la situation encore plus sordide. La femme initialement identifiée au volant ne semblait pas avoir de permis de conduire valide. Mon estomac s'est tellement noué que j'ai dû m'asseoir sur le banc de l'entrée. Manon ? Bien sûr que c'était Manon. Elle avait perdu son permis des mois plus tôt à cause d'une contravention impayée qu'elle continuait de balayer d'un revers de main comme un simple souci de paperasse. Je n'avais aucune idée qu'elle était toujours suspendue, mais je l'ai cru instantanément, car ma sœur collectionnait les responsabilités de la même façon que les autres collectionnent les prospectus publicitaires, ignorez-les assez longtemps et faites comme si ce n'était pas à vous. J'ai demandé à l'adjudant de répéter cette partie, et quand il l'a fait, j'ai regardé ma cuisine parfaitement ordinaire et j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de faire un trou béant au milieu de ma semaine. Il ne s'agissait pas d'une situation où ma famille empruntait ma voiture pour la rendre en retard sur la réserve. C'était une exposition légale. C'était un risque associé à mon nom. C'était mon assurance, ma carte grise, ma plaque d'immatriculation, ma responsabilité civile, tout cela lié à des choix que j'avais explicitement refusé de cautionner. Le gendarme m'a redemandé si quelqu'un avait ma permission d'utiliser le véhicule. Son ton est resté neutre, mais la question portait désormais un poids énorme. Je savais ce qui se cachait derrière ma réponse. Si je l'adoucissais, si je laissais place à l'ambiguïté, si j'utilisais le langage de la famille au lieu d'un langage factuel, alors tout ce qui se passerait ensuite deviendrait mon fardeau par défaut. Les frais, les retombées, les mensonges. J'ai ouvert la conversation de groupe et j'ai relu mon propre message, personne ne prendra ma voiture.
N'utilisez pas le digicode du garage. Ne touchez pas au double des clés. J'ai regardé l'heure du message. J'ai regardé le journal du garage. J'ai regardé le numéro du gendarme toujours actif sur mon écran. Et puis, curieusement, je me suis calmée. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point ma famille avait toujours compté sur mes hésitations. Ils comptaient sur le fait que je ne voudrais pas les embarrasser. Ils comptaient sur ma préférence pour la paix plutôt que pour la précision. Ils comptaient sur moi pour traduire ce qu'ils avaient fait en mots plus doux, parce que j'étais l'organisée, la responsable, celle à qui on pouvait faire confiance pour gérer les choses. Mais assise là, dans mon couloir, mon sac de travail à mes pieds et mon café refroidissant dans la cuisine, j'ai réalisé quelque chose qui semblait à la fois évident et attendu depuis trop longtemps. Si je mentais pour les protéger maintenant, je me porterais volontaire pour subir toutes les conséquences qu'ils avaient méritées. Alors j'ai dit, prudemment et clairement, non, personne n'avait ma permission. J'ai refusé la demande par écrit. J'ai des messages et des journaux d'accès pour le prouver. L'adjudant m'a demandé si j'étais prête à envoyer des captures d'écran. J'ai dit oui. Il a demandé si je voulais que l'incident soit documenté comme une utilisation non autorisée du véhicule. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, mais ma voix n'a pas tremblé cette fois. Oui, ai-je dit, documentez-le. Il m'a dit que je pourrais le retrouver plus tard au bureau de la Fourrière et faire une déclaration officielle si nécessaire. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant quelques secondes, fixant le mur comme s'il pouvait m'offrir une version de la réalité où cela ne s'était pas produit. Puis la colère est montée en puissance. Pas une colère explosive, pire, une colère précise. Le genre de colère qui aligne tout en ordre et voit l'ensemble du schéma d'un coup. Ils avaient demandé. J'avais refusé. Ils l'avaient prise quand même. Ils avaient impliqué mon nom dans une affaire de police. Ils avaient laissé ma sœur sans permis la conduire. Ils avaient menti aux gendarmes. Et quelque part dans leur esprit, ils s'attendaient toujours à ce que je débarque pour tout arranger, parce que je l'avais toujours fait. C'est cette partie-là qui a endurci quelque chose en moi. Pas seulement ce qu'ils avaient fait, mais la confiance avec laquelle ils partaient du principe que j'en porterais le poids. J'ai envoyé une seule ligne à Nina, la police a appelé. Ils ont pris la voiture. Elle est à la Fourrière. Elle m'a appelé immédiatement, mais j'ai laissé sonner. Je ne pouvais pas encore parler. J'étais trop proche de quelque chose qui changeait en moi, et je ne voulais pas l'interrompre avec du réconfort. Au lieu de cela, j'ai transféré les captures d'écran à l'adjudant, j'ai mis mes chaussures, j'ai pris les clés de la petite berline de secours que j'utilisais rarement, et je me suis préparée à conduire jusqu'à la Fourrière. En sortant, je me suis arrêtée assez longtemps pour regarder mon propre garage vide. Ce n'était pas seulement l'absence de la voiture qui m'affectait. C'était ce que cet espace vide représentait, la preuve que dans ma famille, ma propriété était toujours traitée comme un équipement partagé. À la seconde où j'avais tourné le dos, le garage n'avait plus l'air d'être à moi. Ma vie entière, soudain, semblait ne plus m'appartenir. Et sous le choc, une pensée froide continuait de se répéter, ils sont finalement allés trop loin. Le bureau de la Fourrière se trouvait derrière un grillage, à côté d'un parc de stationnement qui ressemblait à l'endroit où s'entassaient toutes les mauvaises décisions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis arrivée avec un dossier dans mon sac, parce que la paperasse me calme et parce que j'avais fini par apprendre que les gens qui mentent effrontément ont tendance à perdre confiance quand quelqu'un d'autre arrive avec des dates, des captures d'écran et des copies. Ma voiture était là. De la boue éclaboussée sur les côtés. Une tache collante sur la console centrale. Des biscuits écrasés sur la banquette arrière. L'un des porte-gobelets de la deuxième rangée était complètement arraché, et une odeur de frites et de crème solaire était imprégnée dans le tissu. Elle n'était pas épave. Cela me mettait presque encore plus en colère. Si elle avait été détruite, au moins personne n'aurait pu me traiter de reine du drame. L'adjudant le maire m'a d'abord reçu dans le bureau. Il a pris mes captures d'écran, le journal d'accès, le SMS refusant la permission, et l'image de la caméra de surveillance de mon père marchant vers la porte latérale le samedi matin, avec la même casquette qu'il portait depuis 15 ans. Il m'a demandé si je voulais porter plainte.
Je lui ai répondu que je voulais que chaque déclaration soit documentée avant de décider quoi que ce soit d'autre. Puis la porte latérale s'est ouverte et ma mère, mon père et Manon sont entrés, arborant tous la même expression offensée que les gens portent quand la réalité refuse de se plier à la version des faits qu'ils ont répétée dans la voiture. Ma mère a commencé à parler avant même d'avoir traversé la pièce. Claire, ça prend des proportions absolument ridicules. Pas de bonjour, pas de pardon. Cette phrase, des proportions ridicules, comme si le problème était l'existence de conséquences et non le vol, les fausses déclarations ou l'histoire du permis suspendu. Manon avait l'air fatiguée et furieuse, comme le sont les gens quand leur sentiment de tout permis se heurte finalement à de la paperasse. Mon père a d'abord essayé le ton raisonnable, on allait expliquer. L'adjudant le maire l'a coupé, vous pouvez expliquer maintenant. Puis il a posé 3 formulaires sur le comptoir et a commencé à poser des questions une par une. Qui est entré dans le garage? Qui a conduit le véhicule? Qui l'a laissé sur une voie d'accès pompier interdite au stationnement? Qui a dit aux agents que la propriétaire avait donné son accord? Regardez, cette scène était surréaliste. Non pas parce que je ne les avais jamais imaginés coincés, mais parce que je ne les avais jamais vus incapables de s'en sortir en me faisant passer pour l'hystérique de service. Ma mère a dit qu'elle pensait que je ne serais pas fâchée une fois que les enfants étaient déjà tout excités. Le gendarme a noté ça. Manon a dit, tout le monde s'emprunte les voitures dans des familles comme la nôtre. Il a demandé si cela incluait d'emprunter une voiture alors que son permis était suspendu. Elle a cessé de parler. Mon père a prétendu qu'il avait conduit la majeure partie du trajet, ce qui aurait même pu être en partie vrai, sauf que les caméras de vidéosurveillance du port avaient déjà été visionnées et que l'agent avait noté que Manon sortait côté conducteur lorsqu'ils étaient retournés au véhicule dimanche soir. C'est à ce moment-là que l'atmosphère a changé. Pas parce qu'ils étaient gênés, mais parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient perdu le contrôle du récit. L'adjudant le maire a expliqué que, sur la base de mes documents, le rapport d'utilisation non autorisé resterait dans le dossier. Il a dit que des poursuites étaient possibles, bien que le procureur tiendrait compte de mes souhaits et des faits précis. Il a également précisé que l'amende pour conduite avec permis suspendu de Manon suivrait une procédure distincte, tout comme la mention de fausses informations suite à leur interaction avec les gendarmes. Puis est venue la partie que je ne m'attendais pas à apprécier autant. L'employé de la fourrière a fait glisser une facture imprimée sur le comptoir. Remorquage, frais de garde, frais de dossier, majoration hors horaire d'ouverture et forfait nettoyage parce que le véhicule avait été laissé avec des déchets alimentaires à l'intérieur, 1812 €. Ma mère s'est tournée vers moi instantanément, comme un réflexe conditionné, Claire, paie-le et on réglera ça plus tard. Cette phrase aurait tout aussi bien pu être la devise de la famille. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé l'employé et j'ai dit, non. Ceux qui l'ont prise peuvent payer avant que mon véhicule ne quitte ce parking. Le visage de mon père s'est durci. Ne fais pas ça. J'ai répondu, vous l'avez déjà fait. Manon a marmonné que je l'humiliais. J'ai répondu, tu as conduit ma voiture avec un permis suspendu et tu as menti à la police. L'humiliation n'est pas quelque chose que je t'inflige. C'est l'ombre projetée par ce que tu as choisi de faire. Pour la première fois de ma vie, personne n'avait de réplique toute prête. L'employé a demandé qui payait. Silence. Puis l'adjudant le maire, sans changer de ton, a dit que s'il voulait que l'affaire soit notée comme résolue à l'amiable sur le plan financier, ce serait un excellent moment pour régler la facture. Ma mère s'est mise à pleurer, de manière soudaine et théâtrale. Mais la pièce était hermétique aux larmes. Mon père a sorti une carte bancaire, elle a été refusée, il a juré dans sa barbe, puis il a transféré de l'argent depuis un livret d'épargne pendant que l'employé attendait. Manon a dû signer une reconnaissance écrite concernant l'infraction liée à son permis suspendu et la fausse déclaration de permission. Mon père a dû signer la décharge autorisant le paiement des frais liés à l'enlèvement non autorisé. Et ma mère, qui avait passé des années à agir comme si les bonnes intentions effaçaient les dégâts, a dû rester là pendant que chaque choix était traduit en encre sur du papier. Quand le reçu a finalement été imprimé, l'employé me l'a tendu, à moi, pas à eux. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans mon sac.
Ensuite, j'ai exigé de récupérer le badge d'ouverture de leur côté pour mon garage, le double de mes clés qu'ils avaient pris, et le remboursement pour un nettoyage professionnel complet de l'intérieur et le remplacement du porte-gobelet. Mon père m'a dit que j'allais trop loin. J'ai répondu, non, pour une fois, je vais exactement assez loin. Au moment où je suis partie au volant de ma voiture, Manon était sur le trottoir en train de se disputer avec son agent d'assurance. Ma mère était furieuse que la responsabilité publique existe, et mon père avait appris la coûteuse différence entre l'accès et la permission. C'est le premier moment où j'ai réalisé que la vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, cela ressemble simplement au fait de refuser de sauver les gens des conséquences qu'ils ont eux-mêmes créées pour vous. On pourrait penser que c'est la partie qui m'a apporté la paix, mais la paix est venue plus tard. Cet après-midi-là, j'ai fait nettoyer ma voiture par des professionnels, j'ai remplacé le porte-gobelet cassé, j'ai changé tous mes codes de garage, j'ai désactivé l'ancienne boîte à clés, et j'ai fait reprogrammer le clavier de la porte latérale avant le dîner. Ensuite, je suis rentrée, je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai laissé le silence m'envahir d'un coup. Les gens parlent du fait de poser des limites comme d'une expérience valorisante du début à la fin. Comme si, à la seconde où vous vous défendez, le ciel s'ouvrait et qu'une chorale se mettait à chanter. Ce n'a pas été mon expérience. Ce que j'ai ressenti en premier, c'est du deuil. Non pas parce que je pensais avoir fait le mauvais choix, mais parce que j'avais enfin compris à quel point ma vie d'adulte avait été construite autour de la gestion préventive de l'égoïsme des autres. J'avais planifié des conversations avant qu'elles n'aient lieu, adouci mes « non », offert des explications que personne ne méritait, ajusté mes week-ends, mon budget, mon énergie et même mon ton, tout cela pour que ma famille puisse rester à l'aise tout en m'ignorant. J'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone et j'ai commencé à lister tous les incidents dont je pouvais me souvenir et qui avaient été traités comme si ce n'était pas grave. La caution de location que j'avais avancée pour un mois et que je n'avais jamais récupérée. La fois où Manon avait offert ma chambre d'amis à un cousin sans me le demander. Les ordonnances que ma mère exigeait que j'aille chercher pendant une semaine de travail de 70 heures parce que tu es la mieux organisée. Les meubles que mon père m'avait empruntés et rendus rayés. Les repas de famille où mon emploi du temps était moqué comme de la petite paperasse d'hôpital mignonne, juste avant que quelqu'un ne me demande de résoudre sa dernière urgence. Au moment où j'ai arrêté de taper, j'avais plus de 3 pages. Cette liste a fait plus pour moi que n'importe quel discours de motivation n'aurait jamais pu le faire. Elle a transformé le flou en preuve. Elle m'a montré que la voiture n'était pas toute l'histoire. La voiture était juste la première fois que je refusais de brouiller les faits pour que tout le monde puisse continuer à se sentir innocent. Vers 18h ce soir-là, j'ai écrit un seul email. Pas long, pas dramatique. Pas de jargon de psychanalyse de comptoir qu'il pourrait retourner contre moi. Pas de phrase sur la protection de ma paix intérieure, dont il se moquerait en qualifiant cela de bêtises des réseaux sociaux. Juste des faits. Vous avez pris mon véhicule après que j'ai explicitement refusé ma permission. Vous m'avez exposé à des risques financiers et juridiques. Aujourd'hui, vous avez payé les frais de remorquage et de fourrière parce que ces coûts étaient les vôtres. Avec effet immédiat, vous n'avez plus accès à mon domicile, mon garage ou mon véhicule sous aucune forme. Ne me demandez plus de vous prêter de l'argent, des biens ou du temps jusqu'à ce que je décide de reconsidérer nos contacts. Si vous vous présentez sans y être invité, je n'ouvrirai pas la porte. Je l'ai lu 2 fois avant de l'envoyer. Il me semblait plus froid que les discours que l'on entend dans les films. Il me semblait aussi vrai. Ma mère a répondu la première avec 3 paragraphes sur son cœur brisé de voir que je pouvais réduire la famille à de simples transactions. Mon père a répondu par une ligne, tu nous punis pour un malentendu. Manon m'a envoyé un SMS séparé pour dire que j'avais gâché les souvenirs de week-end des enfants et que j'agissais comme une étrangère plutôt que comme une sœur. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce silence était plus difficile qu'une dispute. Les disputes m'avaient toujours permis de croire que nous étions dans une vraie conversation. Le silence m'a forcé à accepter que ce qu'il voulait, c'était un accès, pas de la compréhension. Plus tard dans la soirée, Nina est venue avec de la soupe et un soda au gingembre, parce qu'elle sait que j'oublie de manger quand je suis contrariée. Je lui ai montré le reçu, la reconnaissance signée, le journal du garage, la liste sur mon téléphone.
Elle a lu en silence pendant 1 minute, puis a dit, « Tu sais ce que c'est vraiment, n'est-ce pas ? Ils sont sous le choc. » La bête de somme de la famille a fini par renverser la charrette. J'ai tellement ri que j'en ai presque pleuré. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la première phrase honnête que quelqu'un prononçait sur la dynamique de ma famille depuis des années. Les répercussions sont venues par vagues. D'abord ce fut la culpabilisation, puis le contrôle de l'image, puis la panique. Le mercredi, ma tante m'a appelé pour me demander pourquoi mes parents étaient si contrariés et si je les avais vraiment forcés à payer une facture de fourrière délirante. Cette formulation m'a tout dit. L'histoire était déjà en cours d'édition pour la famille élargie, pauvres parents, filles froides, fâcheux malentendus, tout le monde a le cœur brisé sauf la femme qui a des tableaux Excel à la place des sentiments. Alors j'ai arrêté de les protéger. Pas avec du drame, avec de la précision. J'ai dit qu'ils avaient pris ma voiture après que j'avais dit non par écrit. Que Manon conduisait avec un permis suspendu. Que la police avait été impliquée. Qu'ils avaient payé parce qu'ils étaient responsables. Ma tante est restée silencieuse, puis a fait « Oh ». Ce tout petit son a eu plus d'impact qu'une diatribe de 10 minutes. D'ici le jeudi, 2 autres membres de la famille m'avaient contacté, chacun étant plus prudent que le précédent. Ma famille avait toujours compté sur des récits vagues et un brouillard émotionnel. L'effet ruinait l'ambiance. Vendredi soir, Manon m'a appelé d'un numéro inconnu parce que j'avais déjà mis le sien en sourdine. J'ai répondu parce que je voulais entendre si elle était enfin désolée ou simplement dérangée. C'était la deuxième option. Elle s'est mise à pleurer en moins de 30 secondes, mais c'était des pleurs d'irritation, les larmes de quelqu'un de furieux que les conséquences coûtent cher. Elle a dit que l'amende pour permis suspendu pourrait avoir un impact sur son emploi dans un cabinet dentaire pédiatrique. Elle a dit que maman était une épave depuis le début de la semaine. Elle a dit que papa était mort de honte à l'église parce que quelqu'un avait entendu parler de l'histoire de la fourrière. Puis elle a prononcé la phrase qui a achevé la moindre indulgence qu'il me restait pour elle. « Tu pourrais arranger la plupart de tout ça si tu leur disais juste que tu as surréagi. » J'ai vraiment souri quand elle a dit ça, parce que c'était là, parfaitement distillé. Pas, je suis désolée d'avoir volé ta voiture. Pas, je t'ai mise en danger. Pas même, j'avais tort. Juste, répare ça pour moi. Redeviens utile. Je lui ai posé une seule question, avais-tu l'intention de me dire la vérité avant que la police n'appelle ? Elle a hésité. C'était suffisant. Je lui ai dit que personne n'avait détruit sa semaine, à l'exception de la version d'elle-même qui croyait que mes droits de propriété n'avaient aucune importance. Puis j'ai ajouté quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute auparavant, « Tu n'es pas la victime de mes limites. Tu es la victime de ta propre arrogance. » Elle m'a traité de cruelle. J'ai répondu, « La cruauté aurait été de te laisser continuer à faire ça jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé. » Puis j'ai raccroché. 1 heure plus tard, mon père a laissé un message vocal disant que j'avais fait passer mon message et que je devais maintenant arrêter ça, avant que la famille ne se déchire. Je l'ai écouté une fois et je l'ai supprimé. Les familles comme la mienne parlent toujours de se déchirer quand la personne lésée cesse de coopérer. Bizarrement, ils ne disent jamais que la famille se déchirait pendant toutes ces années où ils marchaient sur la tête d'une seule personne pour que tous les autres soient à l'aise. La conséquence visible est arrivée dimanche. L'employeur de Manon a découvert qu'elle avait manqué une formation obligatoire du personnel à cause de l'incident de la fourrière le lundi, et a ensuite appris qu'il y avait un problème de permis de conduire lié à ça. Elle n'a pas été licenciée, mais elle a perdu son rôle dans l'entreprise qui impliquait de conduire pour des événements de sensibilisation dans les écoles, ce qui signifiait un salaire mensuel inférieur et une conversation humiliante avec son supérieur. Ma mère m'a blâmé pour cela aussi, comme si mon silence au port de Plaisance avait en quelque sorte placé Manon derrière le volant sans permis valide. À ce moment-là, cependant, quelque chose avait changé. Leur version de moi en tant qu'équipe de nettoyage fiable avait expiré. Je n'accourais pas. Je n'arrondissais pas les angles avec les proches, et je ne traduisais pas leur choix en un langage plus doux pour le public. J'étais devenue dangereuse de la manière la plus simple qui soit. J'étais prête à décrire ce qui s'était passé avec exactitude. Une fois que les gens comprennent ça à votre sujet, tout le système familial commence à se réorganiser.
Mes parents ont arrêté de passer à l'improviste. Manon a arrêté d'appeler. Les urgences se sont taries presque du jour au lendemain. C'est amusant de voir combien de crises disparaissent quand la personne que tout le monde exploite ferme enfin la porte. 5 mois plus tard, par un samedi glacial juste avant le lever du soleil, j'ai conduit ce même Peugeot 5008 sur l'autoroute A43 vers l'est, avec un café frais dans le porte-gobelet tout neuf. Un podcast scientifique en fond sonore, et aucune boule au ventre pour la première fois depuis des années. Je n'étais pas en route pour sauver qui que ce soit. Je me rendais à un congrès médical à Genève, auquel j'avais dit oui parce que j'avais enfin l'énergie de penser au-delà de la simple survie. Le travail avait changé pour le mieux, de façon auquel je ne m'attendais pas. Sans le fardeau constant du drame familial en toile de fond, j'étais plus vive, plus calme et plus ambitieuse. J'avais pris en charge un portefeuille de conformité plus important, j'avais été proposée pour un poste de coordinatrice senior et j'avais arrêté de m'excuser d'être douée dans ce que je faisais. Mon appartement me semblait différent, lui aussi. Pas seulement plus calme, mais plus propre, plus authentique. Le genre d'endroit où les objets restaient là où je les laissais et où les week-ends m'appartenaient. Je n'avais eu que des contacts minimes avec mes parents depuis l'incident de la fourrière. Une carte de vœux de ma mère avec une phrase vague sur la guérison selon « le temps de Dieu ». Un bref SMS de mon père me demandant si nous pouvions aller de l'avant, comme des adultes matures, ce qui est apparemment ce que disent les gens quand ils veulent l'absolution sans avoir à faire l'inventaire de leurs fautes. Rien de significatif de la part de Manon. Et honnêtement, ce silence m'a appris quelque chose que j'aurais aimé savoir 10 ans plus tôt. Le véritable amour ne panique pas lorsque vous lui retirez un accès non autorisé. Le véritable amour peut être blessé, confus, même imparfait, mais il ne se transforme pas immédiatement en recouvrement de dettes, en reproches et en diffamation. Le plus grand changement, lorsque vous dites non, n'est ni légal ni financier. Il est intérieur. J'ai cessé de me sentir obligée d'expliquer pourquoi je méritais un respect fondamental. Ce changement est difficile à décrire à moins d'avoir vécu sans. C'est la différence entre négocier pour avoir de l'air et tout simplement respirer. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir impliqué la police. Ce qu'ils veulent généralement dire, c'est « Regrettes-tu d'avoir forcé la vérité à devenir officielle ?» Non. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que les personnes qui auraient dû se soucier de ma sécurité aient traité mes biens comme un équipement communautaire et mon travail comme une facture d'électricité familiale. Mais je ne regrette pas le moment où j'ai cessé de me porter volontaire pour être utilisé. La vérité, c'est que ce lundi matin n'a pas détruit ma famille. Il l'a révélé. Et une fois que quelque chose est révélé assez clairement, vous avez enfin le droit de décider si vous continuez à appeler cela de l'amour juste parce que ça vient de personnes qui partagent votre nom de famille. La première fois que j'ai conduit cette voiture seule après tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que la part de moi qui se sentait coupable avait été conditionnée, et non innée. La culpabilité avait été la laisse. L'exactitude des faits l'a coupée. C'est donc la leçon que je garde avec moi, l'amour qui dépend de votre obéissance n'est pas de l'amour. L'aide qui est exigée, et non demandée, n'est pas de l'aide. Et le moment où vous arrêtez d'expliquer pourquoi vous méritez le respect pourrait bien être le moment exact où votre vie commence à vous appartenir.